La culpabilité, c'est quelque chose qui m'a rongée, mais vraiment. Et qui petit à petit, je l'ai apprivoisé. J'en ai beaucoup parlé avec le psychiatre qui me suit. Et petit à petit, les mois passant et tout, et là maintenant, je suis moins dans cette culpabilité, mais moi, c'était tout le temps, c'était obsessionnel chez moi, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'arrêtais pas de me dire, là, quand tu lui as dit ça, c'est peut-être à cause de ça. J'ai essayé de trouver pourquoi, qu'est-ce que j'avais pas fait en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte, aussi en me documentant et tout ça, en regardant un petit peu. J'ai même acheté un livre sur la culpabilité, justement, pour voir, pour essayer de comprendre comment m'en sortir, en fait. La place de beau-père dans un deuil après suicide, c'est une place très particulière. Ma propre douleur ne peut pas s'exprimer plus fort que celle de sa mère, que celle de ses frères, que celle de sa tante, puisque moi je ne suis qu'une pièce rapportée. Si les gens les plus concernés, les plus proches, c'est-à-dire Sima, sa mère, fait preuve d'un courage et d'une force exceptionnelle, je ne peux pas faire moins non plus. Donc cette place de beau-père n'est pas facile, et en même temps, parce que je faisais partie de son univers de vie au quotidien, et parce que c'est un suicide, je n'échappe pas plus que les autres au problème de culpabilité. Quand on lâche la toute-puissance, on lâche la culpabilité. J'ai pas su faire, j'ai pas su dire verbalement, et pour moi c'est le plus important de pouvoir poser les mots, écrire sur ce cahier. J'ai l'impression que j'arrive à formuler ce que j'ai pas réussi à lui formuler verbalement. Et je pense que ça fait partie de mon travail, le deuil. Mylène était l'aînée d'une fratrie de 3. Elle souffrait d'un manque de confiance en elle qui rendait ses échecs si difficiles à vivre. En quête de reconnaissance, elle se montrait généreuse et possessive. Courageuse, téméraire, elle était aussi très sensible et fragile. Elle a mis fin à ses jours 1 mois avant ses 30 ans. C'était il y a 2 ans. Je vis avec ça, et c'est mon fardeau, et je dois me l'approprier, je sais pas comment dire, l'apprivoiser. Ouais, cette culpabilité. Et je sais que je vais vivre avec, et pour moi c'est normal. C'est normal. C'est pour ça, quand on me dit mais non, t'es pas coupable, t'as fait ce qu'il fallait. Mais d'abord, je pense vraiment que je suis coupable, j'en suis persuadée. Mais même s'il y avait une possibilité de trouver une solution pour ne plus l'être, ça va pas être possible pour moi. Je dois vivre avec cette culpabilité, parce que c'est ma vie désormais. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est un lien avec Mylène aussi ? Ah ben, peut-être, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, je l'avais pas encore analysé comme ça, mais oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai peur de tout ce qui peut m'éloigner de Mylène, tout ce qui peut faire qu'elle parte, que je l'oublie, et donc ça en fait partie, oui, la culpabilité, oui. La culpabilité, je dirais, c'est vraiment c'est le poison dans le vécu du deuil. C'est vraiment, s'il y avait un mot pour résumer le deuil après suicide, c'est vraiment culpabilité. Quand on ne trouve pas de raison à l'extérieur du pourquoi ce suicide, et qu'il n'y a pas de raison, eh bien on va se dire, s'il n'y a pas de raison extérieure, je suis la raison. Et on va se mettre au cœur de la décision de la personne. Clairement, avec des raccourcis parfois fréquents, je l'ai tué. Dans les groupes de parole que j'animais, ou que je co-animais, tous les parents qui étaient autour de moi disaient
je suis coupable de ne pas avoir vu. J'ai vu, mais j'ai rien pu faire. Je les regarde et moi, je me dis, mais non. Quand je les vois, chacun me raconte sa vie et je me dis, mais ils ne sont pas coupables. C'est une évidence. Quand je les vois, un tel dit, je me suis occupé de mon fils, je me suis occupé de ma fille. Enfin, ils ne me paraissent pas coupables. Donc, par effet miroir, je me dis, bon, mais s'ils me regardent moi et qu'ils ont le même sentiment quand je raconte l'histoire de ma fille et de moi, je me dis peut-être qu'eux aussi, quand ils me regardent, ils se disent mais non, il n'est pas coupable. Donc je pense que nous avons tous ce sentiment de culpabilité, mais que je crois que nous ne sommes coupables de rien. On s'en détache petit à petit quand on comprend qu'on n'est pour rien dans le suicide de son enfant, que c'est vraiment un mystère qui lui appartient, que c'est bien présomptueux de dire qu'on y est pour quelque chose, et que voilà, on n'est pas tout dans la vie de ses enfants et que ils nous appartiennent pas, que voilà, je suis pas une mère toute puissante et heureusement. Et donc une fois qu'on a compris ça, voilà, la culpabilité elle commence à s'effriter. Et puis après, on se rend compte qu'on en a eu besoin parce que ça aide à faire le chemin de compréhension. Donc, si on n'était pas coupable au début, ça veut dire qu'on n'avait pas ce lien aussi fort avec son enfant. Donc, moi, je pense que la culpabilité est très utile pendant un temps. Et que, voilà, après, tout le chemin de compréhension du geste suicidaire fait qu'on s'en détache et que maintenant, je m'en suis complètement détachée. Ouais. Se détacher de la culpabilité est une étape importante. Mais ce n'est pas pour autant la fin du chemin. Au fil du temps, on mesure combien notre rapport aux autres est profondément modifié. On découvre alors une nouvelle géographie affective et même familiale. Je me souviendrai toujours que j'en ai discuté avec d'autres frères et sœurs qui ont vu leur frère ou sœur suicider. On a senti comme une responsabilité, c'est-à-dire que les rôles s'inversaient maintenant. C'était à nous de prendre le rôle de prendre soin de nos parents. On sent aussi une responsabilité de tout faire bien dans les règles, comme il faut, et pas s'écarter du chemin pour pas les décevoir. Maxime était un jeune homme têtu et obstiné qui allait toujours au bout de ses idées. Autodidacte, il avait créé un site internet commercial qui marchait très bien. Quelque temps avant sa mort, il s'était mis en tête d'avoir un corps parfait. Il avait alors commencé à prendre des stéroïdes en très grande quantité. Un produit dont l'un des effets secondaires est d'engendrer des idées noires. Ce sont ces idées noires qui ont fini par le conduire au suicide il y a 4 ans. 5 jours après avoir fêté ses 22 ans. C'était énormément de tristesse. J'arrivais pas à pleurer, mais j'étais très triste. Et puis ça a commencé la colère tout de suite. J'étais très en colère qui nous ait trahis complètement, même s'il a laissé une lettre en nous disant qu'il nous aimait par-dessus tout, qu'on avait tout fait pour lui, mais que c'était pas de notre faute, qu'il nous déresponsabilisait. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu trahie, ouais, et je lui en ai voulu, parce que notamment, lui et moi, on était très proches, et on se parlait de beaucoup de choses. Et ça, du coup, je me suis sentie doublement trahie de ce fait-là. D'un côté, je peux pas m'empêcher d'être en colère contre Maxime, même si j'ai un peu d'empathie à côté. Le suicide, c'est pas vouloir disparaître. C'est pas quitter ses parents, c'est pas quitter ses amis, c'est pas ça. C'est mettre fin à une douleur. C'est difficile à entendre les premiers temps, mais aujourd'hui j'en suis sûr. Et je pense que cette douleur, elle est difficile à imaginer. Pendant plusieurs années,
Paul ne pouvait plus aller dans sa maison de campagne. L'absence de Cassandre y était trop palpable. Et puis, c'est en recommençant à prendre soin de cette demeure qu'il a retrouvé peu à peu le goût de la vie. Pour d'autres, ce sont parfois des souvenirs qui permettent de se tourner vers le futur. Ça, c'est ma plus belle lettre d'amour. Et je me nourris de ça. Donc elle me l'a envoyée pour mes 50 ans, donc en avril 2006. Joyeux anniversaire, ma petite maman, avec 3 points d'exclamation. 50 ans et toujours si pimpante, si aimante. Comme je suis fière et heureuse d'être ta fille depuis 23 ans déjà. Tu en as fait du chemin depuis 50 ans. Jeune fille, tu t'es battue pour réussir tes études, elle le sait, et accéder à une vie meilleure. Avec papa, vous avez construit cette vie à 2, remplie de petits bonheurs. Et tu as eu 2 filles à qui tu as tout donné, tout ce que tu n'avais pas eu étant enfant. Je t'en suis très reconnaissante, maman, même si parfois je n'en ai pas l'air. Je suis consciente de la chance que j'ai. Alors, tout simplement, je t'aime, maman. Passe une merveilleuse journée pour tes 50 ans. Je t'embrasse très fort, Céline. C'est la plus belle lettre d'amour que j'ai reçue. Et c'est comme si, déjà, elle essayait de me dire, ma petite maman, et c'est ça qui me permet aussi de me reconstruire, même si tu n'as vécu avec moi que 23 ans, enfin, elle était dans sa 23e année, c'est beau ce que tu as fait. Céline était une jeune fille dynamique qui aimait le ski, chanter et peindre. Elle était curieuse des autres et proche de sa sœur Sandrine. Mais à l'adolescence, des nuages sont venus obscurcir son quotidien. C'étaient les prémices de ses troubles bipolaires. L'année de ses 23 ans, Céline s'est défenestrée. C'était il y a 10 ans. Donc voilà, je suis quand même si j'ai pas réussi à la retenir, elle est partie avec mon capital amour. Donc voilà, je suis plus aussi sévère avec moi-même. Et ensuite, voilà, on a commencé à bouger, à voyager. Les week-ends, on est retourné au travail, où aussi bien Janine que moi, on a été très bien accueillis, soutenus, avec toutes ces personnes de notre environnement et qui ont été touchées par notre histoire, famille, amis, collègues de travail devenus amis. Il y a eu un filet de sécurité, des bouées de sauvetage qui se sont manifestés et qui nous ont proposé de nous accrocher. Et puis, voilà, on est reparti d'une bouée à l'autre pour reprendre pied. Voilà, ça a certainement beaucoup contribué à nous laisser en vie et à nous donner l'envie de continuer. Une semaine après, je ne savais plus courir. Je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Le sol, c'était... J'ai jamais eu cette sensation. C'est-à-dire que c'était extrêmement difficile de courir. Et en fait, de courir à nouveau m'a remis en marche. Je crois que ça n'a pas du tout été une drogue, parce que c'était pas démesuré, mais ça m'a permis de me remettre en marche. Et ces footings me permettaient, alors que je pouvais avoir des douleurs partout dans le corps et tout ça, de me reconnecter avec le sol, avec la nature. Voilà. Ça a été très fort. J'ai des gros yeux. Et voilà.
Dès lors où, un mois après le départ de Mylène, je me suis dit, bon, alors, ou je reste sous la couette, ou je redémarre. Alors, de redémarrer, c'était reprendre le sport. À l'envers aussi, c'est bien. Et puis, quelques mois après, ma fille, ma petite, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et là, bouleversement. Et à la fois, je me suis dit, ben voilà, c'est ça la vie, quoi. Il faut continuer, pour mes enfants, que je pensais qu'ils n'avaient plus besoin de moi, mais en fait, là, avec une petite fille, bah si, ça nous pousse. Ils ont forcément encore besoin de nous. Oui, tu fais le clown. En ne croyant pas grand-chose, je me disais, est-ce que c'est un don du ciel? Est-ce que c'est Mylène qui nous l'envoie? Oui. Pour Rosine, le retour à la vie s'est fait grâce au dessin de sa fille. Quand on a découvert ces carnets, ça a été vraiment... on dit, mais c'est incroyable le trésor qu'elle nous laisse. J'ai scanné tous ces dessins. Je me dis, je veux le partager. Ça a duré 1 an à faire. Mais j'étais avec elle, quoi. J'étais avec elle et je découvrais ses dessins. Je les ai regardés par... C'était... Enfin, ça m'a fait du bien. Suite à la mort de Cassandre, Rosine n'avait plus réussi à peindre ni à dessiner. J'ai repris, j'ai fait 3 traits de crayon. Hein. Mais j'y repense comme avant, parce que je pensais qu'à ça avant. Hein. Mais ça commence à revenir, mais je ne force pas, je laisse venir. J'essaie vraiment de retrouver des passions qui sont éteintes. C'est des trucs que j'ai pas. Bon, c'est encore, je suis plus toute jeune, mais bon, il y a encore le temps de profiter de ces moments pour exister, quoi. Le repas de Noël qui était juste une horreur, parce que mon frère est décédé début décembre. Il était pour nous impossible de se réunir à 4. Donc mon père, en fait, invitait tous les nécessiteux du coin. Donc c'est-à-dire qu'à table, on avait forcément un monsieur qui était tout seul, qui n'avait pas de famille, ou alors un couple dont les enfants venaient pas les voir. Et donc on avait toujours des gens à table avec nous, mais on n'était jamais tous les 4, en fait. Et jusqu'au jour où j'ai dit, bah moi je voudrais qu'on soit tous les 4 cette année, parce que j'ai envie qu'on voit notre famille à 4. Et en fait, on s'est dit beaucoup de choses qu'on s'était jamais dites. Et donc oui, ça a été quelque chose, pour moi, qui m'a réellement enrichi et qui m'a permis de retrouver des forces pour aller de l'avant. Mais quelques années après sa remise en marche, Jean Gaëtan, le deuxième frère d'Anne-Cécile, va à son tour mettre fin à ses jours et se jeter d'une falaise. Il avait 32 ans, c'était il y a 15 mois. Tout le monde disait, mais ils ont déjà vécu un suicide, comment ils peuvent faire pour survivre au deuxième? Le premier, je l'ai vécu dans le déni, donc j'en parlais pas. Et cette fois-ci, j'ai décidé de me confronter réellement à mon deuil et de vivre mon deuil en conscience. Accueillir la tristesse, accueillir l'incompréhension, accueillir la culpabilité, accueillir vraiment toutes ces émotions-là et les vivre en sachant qu'elles me faisaient du mal. Mais je savais que le non-dit et le déni étaient encore pire que ce que j'étais en train de vivre. Je dis pas que je suis pas triste encore par moments, je dis pas que il n'y a pas des moments de découragement, il n'y a pas des journées où j'ai pas envie de me lever, mais j'ai réussi à passer au-delà et à transcender, je pense, ce deuil.
m'a permis de continuer à avancer, c'était aussi d'être dans un ensemble, de rencontrer des gens qu'il n'avait jamais connus. Du coup, des gens qui ne me connaissaient pas avant, parce que t'as tout de suite ce statut de... veuve, peut-être pas, mais en tout cas d'endeuillée de suicider. Auprès des gens qui te connaissent. Et donc les gens, soit ils ont peur, soit ils sont dans une hyper-empathie insupportable, larmoyante. Mais en tout cas, tu t'as changé de statut aux yeux de tous ces gens-là. Sans arrêt, moi, on me dit « Ah oui, mais pour tes parents, qu'est-ce que ça doit être horrible ?» Oui, c'est très dur pour eux. Je reconnais que pour eux, c'est dur. Mais moi, en tant que grande sœur, en tant que sœur, c'est aussi très difficile. J'imagine que quand on a voulu un enfant, oui, c'est difficile. Mais moi, en tant que sœur, c'est la phrase qui me... Beaucoup de personnes se sont éloignées, notamment moi j'ai vu des amis s'éloigner de moi sans comprendre la raison. Et comme si... Enfin, moi j'ai vraiment eu le sentiment que le fait que mon frère soit suicidé, ça a écarté certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je l'ai aussi mal vécu parce que je me suis sentie... C'était vraiment un tabou. Alors que moi, j'avais pas spécialement de mal à en parler encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très... faut que ça reste secret. On le sent... Enfin, moi, je le ressens très fort de cette façon-là. On fait peur. Alors, les parents endeuillés font peur. Maintenant, le suicide fait peur. Le tabou du suicide, parce que c'est un tabou, est énorme, énorme. Ça se traduit que, d'abord, on parle par ellipse, parfois. C'est-à-dire que, oui, il a disparu, il a mis fin à ses jours. Voilà. Moi, je dis, ma fille s'est pendue. Voilà, c'est comme ça. C'est pas en vivant dans le déni qu'on avance. Au début, j'avais du mal avec ces mots. Mais petit à petit, j'ai essayé de m'habituer et je pense que surtout par rapport au mot suicide, c'est quelque chose que j'emploie. Si on me dit il était malade, je dis il s'est suicidé. Parce que je pense que c'est important de sortir de ce tabou qu'il y a dans la société et il faut être conscient des problèmes pour les traiter, il faut les accepter même si c'est difficile. C'est comme ça qu'on avance. Est-ce qu'il y en a qui mangent pas du chocolat? Ça aimerait bien qu'il y ait moins. Les réunions entre endeuillés, qu'elles durent un week-end ou quelques heures, sont des bouées de sauvetage qui permettent à beaucoup d'entre nous de ne pas perdre pied. C'est vrai que j'ai du mal à parler avec les gens autour, c'est difficile. Parce qu'en famille, c'est très compliqué. Les gens n'osent pas me parler parce qu'ils ont peur de me faire de la peine. Et c'est dans le groupe de parole que j'ai vu que c'était normal, et toutes les choses, les réactions que j'ai pu avoir, que c'était normal, que j'étais pas folle ou que j'allais pas devenir folle, que j'allais m'en sortir. En voyant ceux dont ça fait plus longtemps, comme par exemple Paul, je me suis dit, je peux y avancer, je peux y arriver. Bon, Anne-Cécile, avec pour ton plus grand plaisir. Pour continuer, c'était important là pour moi de rencontrer des endeuillés par suicide, parce que je suis dans une association, mais c'est des endeuillés par mort naturelle ou par accident. Et la problématique du suicide rajoute la question de la culpabilité, le questionnement permanent. Et voilà. Donc la parole m'aide beaucoup. Mais la grosse différence dans les groupes de parole comme ceux-là, c'est que dans ce qu'on entend et dans ce qu'on dit, on sait que l'autre est capable de lire entre les lignes, alors que au milieu de gens qui ne connaissent pas cette expérience et qui sont prêts à avoir la plus grande compassion possible, il y a des choses qui sont absolument pas compréhensibles, qui passent pas. Et je dirais que nous, on a cette capacité d'entendre entre les mots et de lire entre les lignes, qui fait que quelque part c'est reposant parce qu'on exprime beaucoup avec peu de mots. Est-ce que je connais ou est-ce que vous connaissez un groupe dans lequel, comme ça, on fait un tour de table et on va être tous capables d'aller chercher des émotions aussi fortes? Moi, je ne connais pas, même avec des amis de 40 ans. Je partage avec vous, j'entends des propos et j'en dis des propos que je n'ai peut-être pas dit à des amis de 40 ans. On connaît ce qu'il y a derrière l'éventuel masque
qu'on a dans une société, quoi. Voilà, et on est donc, tout de suite dans l'essentiel. On rentre immédiatement dans l'essentiel. Quand on est autour de la table et qu'on parle de ça, on est tous pareils. On est un peu tout nus, en fait. Non, mais c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un week-end naturiste. J'ai un peu peur. La table étant déjà. Parfois, on se demande, mais à quoi ça sert de parler encore et encore, de raconter mes émotions encore et encore, de dire ma culpabilité encore et encore. Ça sert à rien, c'est inutile. En fait, on se rend compte que le fait de raconter encore et encore et encore les mêmes choses, ça dégonfle progressivement la charge émotionnelle autour de ce qu'on raconte. Je pensais que j'étais mort, définitivement mort, après la mort de ma fille. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est fini. Ma vie est finie, je vais attendre ma propre disparition, et puis c'est fini. Et puis finalement, je me suis aperçu que en rencontrant d'autres parents, petit à petit, avec le temps, je devenais non plus le parent endeuillé depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, mais de parents endeuillés depuis 3 ans, 4 ans et tout. Donc, je montrais, oui, par ma simple présence, que on pouvait vivre même 4 ans après, quoi. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ceux qui étaient endeuillés depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient voir des parents qui étaient endeuillés depuis plus longtemps en se disant, mais comment ils font? Moi, j'y arrive pas. Comme moi, je m'étais dit, j'y arriverai pas. Et donc, ce rôle de maillon, de chaîne, il est fantastique. Il est fantastique. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, finalement, c'est vrai, quoi. Je suis toujours là. Il y a des moments où je tombe. Mais après, je me relève. Quand tu es tombé, une fois que tu es tombé, tu peux pas, je veux dire, il faut une fois que tu es complètement en bas, tu as qu'une possibilité, c'est de monter. Mais j'accepte de tomber. J'accepte de pleurer. Après, j'essuie mes larmes et j'avance. Il faut accepter cette douleur, cette absence. C'est à l'auteur de l'amour qu'on avait pour la personne. Et qui sera toujours là. Alors Gilles te dirait, s'il était là, que j'ai toujours été un peu sœur Teresa. C'est peut-être un peu vrai, mais le fait... En fait, quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Hein. Ce que tu donnes... En fait, quand tu donnes, c'est pas unilatéral. Moi, ça me fait un bien fou de donner. Ça me donne l'autorisation de continuer. Je me dis que ma vie sert à quelque chose quand même. Parce que je me suis posé la question quand même. Hein. Toute la difficulté dans cette démarche de deuil, c'est d'arriver à mettre la cicatrice à une place, à un endroit, elle disparaîtra jamais, qui est vivable, acceptable, et qui va pas prendre le pas sur le reste de toute ta vie, la tienne, celle que tu vis pour les autres, dans quelque environnement que ce soit, social, familial, professionnel, amical, mais qui va nous permettre de continuer à penser à elle, y compris positivement, y compris dans les bons moments de tout ce qu'on a pu vivre, et donc que ce soit acceptable et gérable. En début d'année, là, je me sentais encore un peu ballottée. Et à mon groupe de parole, j'ai donné l'image que je me sentais encore sur mon radeau. Alors c'était plus un tsunami où j'arrivais plus à respirer, où j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. C'est pas ça, c'était... je suis sur mon radeau, il y a encore des vagues quand même qui me bousculent, qui me bouleversent encore. Mais je sais qu'il y a une accalmie derrière. Et je suis sur mon radeau et ce radeau, c'est quand même ma force et c'est mes frères. Et je pense à eux et ils me poussent. Ils me poussent. J'ai vraiment... Cette année, j'ai fait des choses que j'aurais jamais faites. Je me suis réellement fait confiance et c'est grâce à eux tout ça. Si l'on arrive à survivre à l'enfer, peu à peu,
le goût de l'existence revient. Mais quel gamin! Alors, sur chaque carte est écrit le nom d'une personnalité. Une personne de chaque équipe va venir à son tour, on va dire ici. Non, là où il est. Oh, ça commence, mon Dieu. J'ai vraiment la sensation d'une renaissance. Voilà, c'est vrai. Et cette renaissance, elle est très forte parce qu'elle est vraiment choisie. C'est même plus fort qu'une naissance qu'on ne choisit pas. Mais que vraiment, là, on se dit, OK, j'ai vécu cette douleur de cette séparation, mais maintenant je me suis différenciée de Camille. C'est plus on fait plus une seule et même personne. Je porte plus ses habits, j'écoute plus sa musique. Moi, j'ai des choix musicaux à part. Maintenant, je peux dire beaucoup plus. Je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse de vivre ce moment-là. Je suis heureuse d'être avec toi. Je suis heureuse de voir ce spectacle. Enfin, chaque moment a une valeur inestimable. La vie après, 7 ans plus tard, pour moi, c'est une vie belle, une vie que j'aime, une vie que j'embrasse. Je me disais, mais jamais j'aimerais un morceau de musique, un coucher de soleil, quelque chose d'agréable. Je ressentirais rien d'agréable. Je me disais, c'est impossible. Et aujourd'hui, je peux dire, mais oui, c'est possible. Et c'est presque possible plus qu'avant. Parce qu'on sait la valeur que les choses ont, de la rencontre, de l'amitié, de beaucoup de choses. Donc oui, c'est possible. Je n'hésite plus maintenant à dire, ou plutôt je le fais beaucoup plus facilement et plus rapidement, à dire aux gens que j'apprécie, aux gens que j'aime, que je les apprécie, que je les aime. Le chant de ruine, à un moment donné, tu as des petites pierres précieuses sur le chemin, des petites pierres que tu cueilles, et puis sous la petite pierre, peut-être qu'il y a une petite pousse, et puis qu'il y a une petite fleur qui va grandir. Et puis tu en as une, puis tu en as une deuxième, et puis un jour, tu te rends compte qu'il y en a quelques-unes, et puis qu'elles sont belles. C'est un peu ça. Je commence à reprendre et je commence à sourire de nouveau. C'était étonnant pour moi de sourire. Mais il faut s'entraîner. C'est un entraînement. Ça paraît très artificiel au départ, mais je commence à m'y faire. Il faut y aller, quoi. Et puis on se découvre une force qu'on ne soupçonnait pas. C'est impressionnant. Alors je dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose qui nous booste. Alors au début c'est une colère quand même. Une colère, se dire moi je vais réussir ce que Mylène n'a pas réussi. Pour elle, je vais y arriver, quoi. Il faut que j'avance. Je vais leur faire voir qu'on peut vivre. Et puis après, on s'aperçoit que y a encore des choses à vivre pour soi, pour les autres. Et c'est étonnant la force qu'on peut avoir en soi et qu'on découvre à ces moments-là. J'ai beaucoup vieilli, physiquement et tout ça. Je pense que oui, ça m'a bien affaibli, mais ça m'a fait énormément grandir. Et aujourd'hui, du coup, j'appréhende la mort d'une manière différente. J'ai moins peur de ça. Je pense pas pouvoir vivre une épreuve plus difficile que celle-ci. Donc du coup, je sais que maintenant, plus rien ne me fera jamais peur. Il faut toujours garder à l'idée qu'on peut aller mieux. Et qu'on va aller mieux, et que à chaque jour suffit sa peine dans les premiers temps, à chaque heure suffit sa peine. Il n'y a pas de petite victoire, quoi. Et qu'il faut... puis merde, faut être fier de nous, quoi. Ce film, c'est un engagement pour moi. Je pense que c'est important de le faire. Et aussi, ça m'engage par rapport à la vie. C'est un truc supplémentaire que je rajoute pour ma vie, pour la vie qui va venir. Je m'engage à rester en vie.
Alors, policier, imperméable. Bravo. Cheval. République. C'est un